Sappiamo bene che il Roundup e i fitofarmaci provocano problemi alla salute delle persone, ma che cosa provocano sulle piante? Cosa provocano in particolare sugli ulivi? Il professor Seralini dell'Università di Caen in Francia ha studiato per diversi anni gli effetti, diciamo, cancerogeni di queste sostanze e in un incontro che è stato realizzato a Gallipoli il 21 di ottobre, organizzato da CSV Salento, Forum Terzo Settore, Mani Comuni e Spazi Popolari ed SOS Costa, ha parlato proprio esplicitamente di questa questione, del rapporto tra l'uso di fitofarmaci e del Roundup, in particolare sugli alberi di ulivo. In questo intervento che lui ha fatto emergono delle cose inquietanti, anche alla luce di quello che si sta diffondendo in questi giorni, delle informazioni che stanno circolando rispetto a una sperimentazione che una grande multinazionale ha realizzato nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Questo è l'elenco delle malattie che sono aumentate a causa dei pesticidi a base di glifosate. Nel 2014 Uber ha dimostrato che la Xylella fastidiosa provocava la malattia degli aranci a causa dell'utilizzo di Roundup. Per esempio la Xylella fastidiosa compare anche nel caso delle piante di limone, lì dove sono state trattate con il Roundup. Quando distruggiamo la biodiversità aumentiamo le patologie e il ruolo dei pesticidi è quello di distruggere la biodiversità. La fenotrina, deltametrina, che vi consigliano dopo l'espianto degli alberi, creano le malformazioni congenite, in particolare in alcune parti del cervello. Guardando gli ulivi, nel Salento chiaramente, tutti quelli che presentano dei sintomi di seccamento, quando non si mettono dei pesticidi e quando si innaffiano, 49 su 50 si rigenerano e d'altronde non hanno vissuto tanti anni per niente. La prima domanda è questa: ma è vero che i pesticidi provocano malattie? Oui, bien sûr, parce que les pesticides, en général, sont mélangés à des produits qui ne sont pas déclarés, qui sont très très toxiques, qui sont les adjuvants de ces pesticides, qui sont corrosifs et qui sont bien plus cancérogènes que le glyphosate, par exemple, qui est le principe actif déclaré du principal pesticide du monde, qui est le Roundup. Le glyphosate est classé récemment, grâce à nos travaux, cancérogène probable, mais avec l'ensemble des adjuvants, il crée bien plus de maladies que le cancer. Il y a des problèmes de toxicité des reins et du foie, et aussi beaucoup de problèmes hormonaux. Donc toutes les maladies dépendantes des hormones, pas seulement des tumeurs du sein ou de la prostate par exemple, mais aussi des maladies comme le diabète à long terme ou des neurodépressions, sont des maladies que l'on peut recréer chez des rats par des pesticides. Donc beaucoup de maladies chroniques dont nous souffrons peuvent être provoquées par des pesticides qui sont les seules substances volontairement toxiques, volontairement répandues dans l'environnement en temps de paix. Mais cela se mêle aussi avec beaucoup d'autres polluants, des résidus de plastique, de colle, de cire, d'encre d'imprimerie, comme les PCB, des dioxines qui sont des résidus brûlés de tous ces plastiques, mais aussi des métaux lourds qui sont dans beaucoup de nos activités. Donc en fait, les pesticides qui ont été faits à partir de gaz mortels et de gaz de combat, comme les gaz des camps de concentration, comme le Zyklon B et d'autres, le gaz sarin, qui a été un pesticide dans les années 30 en Europe, eh bien, tous ces produits volontairement toxiques sont comme du sable gluant dans nos cellules, aussi bien dans notre cerveau que nos testicules, nos ovaires, et peuvent provoquer des maladies chroniques. Aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, c'est de pouvoir faire des prélèvements pour voir qu'il y en a, en fait, nous on en a fait chez les bébés avant la naissance, dans les cellules de liquide amniotique qu'on prenait chez les mamans pour savoir si leurs bébés étaient normaux. Et on trouvait des pesticides dans toutes les cellules de bébés, de cordon ombilical aussi ou de placenta que les mamans nous donnaient à la naissance. On trouvait des pesticides dans ces cellules-là, ce qui veut dire que leur contamination est omniprésente.
Una parte del mondo scientifico dice che queste vostre ricerche non sono sufficientemente provate. C'est vrai, nous sommes beaucoup critiqués à travers le monde, d'abord comme toutes les nouvelles théories, mais là on touche à des enjeux commerciaux majeurs. On a répondu à toutes les critiques et on a publié dans des journaux scientifiques ce que nos critiques n'ont jamais fait. Par exemple, Monsanto ne publie pas de recherches détaillées dans les journaux scientifiques pour montrer l'innocence de ses produits. Au contraire, il s'arrête à 3 mois d'études sur les OGM, tandis que nous avons été les seuls au monde à faire 2 ans avec 100 000 paramètres mesurés dans le sang. Les agences sanitaires qui nous critiquent beaucoup, parce que c'est les mêmes lobbies, hein, on en trouve chez Monsanto et dans les agences sanitaires, en tout cas des gens qui sont liés à travers un grand organisme qu'on appelle l'ILSI, l'International Institute of Life Science, qui est un lobby pour pouvoir déréguler les pesticides et les OGM, parce qu'il faut dire que 99% des OGM sont des plantes faites pour contenir de hauts niveaux de pesticides, des OGM agricoles. Donc tous ces lobbies ne font aucune étude. Les agences sanitaires ne mènent aucune étude. Elles se contentent de lire les tests de Monsanto et elles ont toujours les mêmes conclusions que Monsanto, que Bayer, que Rhône-Poulenc ou Aventis, Syngenta, etc. Donc aujourd'hui, on a un manque criant de science du côté de ceux qui imposent des traitements pour les oliviers avec des pesticides, du côté de ceux qui demandent d'arracher les oliviers. Je parle de la province de Salem, on n'a pas de science, mais eux disent qu'ils la détiennent, un peu comme une magie ou des gens qui seraient des prêtres, alors que ce ne sont même pas des prêtres, et ils disent que c'est la vérité et qu'il faut mettre des pesticides, par exemple, et que nos études ne sont pas bonnes, mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de reconnaître en citant 7 de nos études que le glyphosate était cancérogène probable, qui était le thème principal de mon laboratoire depuis 2005, depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, on a une reconnaissance internationale par une communauté scientifique de plus en plus large. Par contre, ces lobbyistes parlent au nom de la communauté scientifique, alors qu'ils sont une vingtaine dans le monde, qu'on les a identifiés, qu'ils sont payés pour certains pour travailler avec des agences de communication. Donc il y a une vraie, je vais employer un mot que vous connaissez bien ici, il y a une vraie mafia des lobbies contre la santé publique cette fois-ci. L'ultima domanda, ma l'Europa, i paesi occidentali, ormai dovranno arrendersi agli OGM e ai pesticidi, cioè a questi prodotti che le multinazionali vogliono portare sempre di più in Europa? En fait, moi, je suis un pro-européen parce que je pense que c'est la plus grande espace de paix et de développement social et environnemental qu'on trouve à travers le monde, même s'il y a énormément de critiques à faire aux lobbies qui se sont concentrés sur l'Europe. Cependant, donc l'Europe est enviée par l'ensemble du reste du monde. On y vit mieux qu'en Chine ou aux États-Unis pour les plus pauvres ou en Afrique. On y vit mieux que sur les autres continents, et plus longtemps. Ça, c'est des faits qui sont indéniables. Et avec moins de maladies. Si on regarde les États-Unis, par exemple, qui ont beaucoup d'OGM, beaucoup de pesticides, ils ont 8 ans d'espérance de vie en moins que la France. Donc, on sait qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais que l'Europe a plutôt résisté contre les OGM. Donc, ce n'est pas une porte d'entrée pour les OGM. Parce que moi j'ai vu les premières conférences des industriels qui disaient il faut arriver en 2000, on était alors en 1995, à 50% d'OGM en Europe et on y arrivera quoi que vous fassiez. Nous sommes 15 ans plus tard, en 2015, et ils sont arrivés à 0,5% difficilement des surfaces cultivées en Europe en OGM. Donc c'est une immense victoire de la population, de la société, des scientifiques, des médecins qui les ont soutenus à cette société. Donc je crois qu'il faut savoir reconnaître les victoires et le fait qu'il n'y ait pas d'OGM toxiques cultivés sur de grandes surfaces en Europe, mis à part en Espagne, où d'ailleurs avec le chef Jérôme Douzelet, on a été goûter la viande nourrie avec ces OGM qui est absolument épouvantable, il vous en parlera.
Il n'y a pas de grande surface d'OGM en Europe, à part ces 100 000 hectares de maïs MON 810 dans la région de Lleida. Donc ça, c'est une victoire indéniable. Et même si la France est une grande perdante pour l'utilisation des pesticides, parce que c'est le deuxième ou le premier pays, selon les années, qui utilise des pesticides, d'abord en Europe et souvent dans le monde, elle est dans la tête des pays qui utilisent des pesticides. C'est là aussi qu'on a le plus de réactions contre l'utilisation massive des pesticides en ce moment. C'est là aussi qu'on se rend compte des effets secondaires des pesticides. Donc je pense que c'est une agriculture dont on sait qu'on devra sortir. Parce que cette agriculture en pesticides intoxique beaucoup les gens, fait augmenter les maladies. Donc c'est le contraire à la fois pour les agriculteurs et pour ceux qui en mangent. C'est le contraire de ce qu'on voulait obtenir. On perd beaucoup de choses, y compris le goût, les variétés anciennes, etc. Donc je pense qu'il faut se servir du levier européen plutôt que de toujours le critiquer, de manière à aller plus loin, et il y a de l'espace. Merci. Merci.